Bonjour à tous. Nous nous retrouvons de nouveau aujourd'hui avec grand plaisir pour une nouvelle rencontre intergénérationnelle avec un représentant d'un peuple autochtone. C'est notre rendez-vous mensuel. Donc, cette rencontre est organisée dans le cadre de la chaire Normandie pour la paix, dont la thématique est donc la paix avec la terre. Donc, il s'agit de réfléchir avec les peuples autochtones que signifie la paix avec la terre, que signifie la paix dans leur propre culture, l'importance de la terre, leur lien avec la terre et est-ce que aussi les tiers, les non-autochtones, dans quelle mesure ils font eux-mêmes la paix avec la terre des peuples autochtones. Donc cette session a été préparée. Cette session a été préparée par Laurie Fartaria, donc doctorante à la chaire Normandie pour la paix. Je l'ai assistée dans cette préparation. Et nous avons aujourd'hui le plaisir d'avoir parmi nous Amina Amarek du peuple Amazigh, qui sera présentée tout à l'heure par Laurie. Et en introduction, donc je vais vous donner quelques éléments donc, au sujet du peuple Amazigh qui seront complétés par Amina au cours de la conversation. Donc le peuple Amazigh qu'on connaît, il y a un petit écho, qu'on connaît aussi en tant que peuple berbère, mais le thème berbère en fait n'est pas approprié, il signifie l'étranger. Le peuple Amazigh donc, est un peuple autochtone d'Afrique du Nord. Il faut savoir que le terme Amazigh signifie personne libre, donc peuple libre. La présence des Amazirs remonte à la plus haute antiquité, donc c'est une culture plurimillénaire. À l'origine, les territoires des Amazirs s'étendent des îles Canaries à l'Égypte et du nord de l'Algérie jusqu'au sud du Niger. Leurs territoires ont malheureusement été affectés par les colonisations arabes et françaises de l'Afrique du Nord à partir du 7e siècle. Aujourd'hui, les Amazirs de toutes les régions affirment leur identité et leur culture. Aujourd'hui, ils occupent essentiellement les reliefs et les déserts, mais également les plaines. Bien sûr, tous ces espaces territoriaux seront précisés par Amina. Au début, les Amazirs étaient un peuple nomade qui ont dû se sédentariser avec le temps. On parle ainsi d'un peuple Amazigh, mais il y a les Amazirs kabyles, qui s'appellent ainsi, donc juste du fait de leur lien, du lieu où ils habitent, donc la montagne de Kabylie. Il faut comprendre aussi que les États, justement, ont souhaité fractionner cette identité, cette unité d'un peuple amazigh, et donc en voulant éviter toute communication entre les différentes communautés. Leur langue est le tamazigh. On peut noter, nous l'indiquait Amina, qu'à l'exception des grandes villes du Maroc, cette langue est toujours parlée par tous les habitants du Maroc, bien qu'elle ait subi de nombreuses interdictions au niveau public. Depuis des décennies, donc le peuple amazigh, et bien plus même, le peuple amazigh fait l'objet de fortes oppressions, répressions du fait des États. La constitution marocaine reconnaît depuis 2011 l'identité amazigh et sa langue comme langue officielle. En 2019, notamment après plusieurs années de blocage et de discussions au Parlement, une loi organique d'officialisation de l'amazigh a été adoptée. Cependant, malgré ces faibles avancées, le peuple amazigh fait toujours face aux politiques d'arabisation et d'assimilisation mises en place. Malgré la fin du protectorat français en 1956, et ça c'est très important, les lois coloniales qui ont notamment permis la spoliation des terres amazighes n'ont toujours pas été abrogées. Dans ce contexte posé par la colonisation, les terres amazighes subissent par ailleurs de nouvelles pressions qui sont aggravées par les effets du changement climatique. Donc, c'est quelques mots introductifs qui seront bien sûr précisés par Amina dans quelques instants. Et je laisse la parole à Laurie qui va nous présenter notre intervenante afin enfin de pouvoir lui laisser la parole. Merci beaucoup Leslie. Amina est une femme amazigh, elle est basée au Maroc. Elle est enseignante, artiste peintre et poétesse. Il y a par exemple 2 livres qui ont pu être publiés. En 2016, le Tarwan Wassif, j'espère que je prononce bien, désolée si j'écorche, Les enfants de la rivière, et en 2019, Le chant de la guerrière. Voilà, on aura peut-être l'occasion à la fin, si on a le temps, d'avoir quelques extraits, si Amina est d'accord, évidemment. Amina est très engagée pour sa communauté amazigh et pour les peuples autochtones de manière générale, que ce soit du local à l'international. Elle œuvre notamment pour les droits fonciers, les droits culturels, les droits identitaires et linguistiques des Amazirs, et encore plus particulièrement des femmes. Elle pourra peut-être nous parler un peu du rôle des femmes dans ces communautés. Comme je le disais, nous l'avons rencontrée à New York, puisque Amina est très présente lors de rencontres et nationales et internationales. Elle est également fondatrice de plusieurs associations, dont celle de l'association ACAL ou encore du réseau communautaire Amazigh Azul et bien d'autres.
Donc voilà, c'est enfin le moment de laisser la parole à Amina. On a donc une série de questions qu'on va vous présenter au fur et à mesure. Donc, dans un premier temps, donc on va aborder avec Amina donc les questions d'identité et de culture amazigh. Dans des interventions que tu as pu donner, qu'on a écoutées avec attention, tu expliques que tu t'identifies comme une femme autochtone et amazigh. Donc, peux-tu nous présenter déjà le peuple amazigh et cette complexité transnationale, les caractéristiques qu'il présente selon leur localisation, pour ensuite nous indiquer qu'est-ce que pour toi l'identité amazigh, comment aujourd'hui tu t'identifies en tant qu'amazigh, et nous serions intéressés à cet égard de t'entendre sur l'importance et le rôle des femmes amazigh et autochtones de manière générale. Merci Anne. Merci Leslie, merci Laurie, merci à Cher Normandie pour son invitation. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, mes chers amis. Et donc, si on veut parler un petit peu du peuple amazigh, le peuple amazigh, c'est un peuple, un seul et unique peuple qui s'étend de l'est de l'Égypte, de l'oasis de Siwa, voilà, jusqu'aux îles Canaries dans l'Atlantique, mais qui passe aussi par l'Algérie, le Maroc, la Libye, la Tunisie, le Nord Mali, le Niger, le Burkina Faso et la Mauritanie. Donc, toute cette tranche d'Afrique du Nord, c'est un seul et unique peuple. Mais bien sûr, du fait du colonialisme, il y a eu séparation de toute cette région sous forme d'État. Et bien sûr que chaque État a eu ses frontières, mais il a essayé aussi de séparer le peuple les uns des autres en leur donnant une identité autre que la leur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a eu des recherches sur l'ADN des Nord-Africains et qui a démontré que contrairement à ce que prônaient par exemple les baptistes étant les régimes qui gouvernaient après le colonialisme, qui gouvernaient l'Égypte, la Syrie, l'Irak, la Libye. Donc, ce baptisme était basé sur l'identité panarabiste. Il proclamait que tout le monde était arabe. Sauf que les dernières analyses et recherches basées sur l'ADN, ils ont démontré que les Nord-Africains avaient un ADN propre à eux et qui ne provenait pas de l'Orient et du Moyen-Orient. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il n'y a pas que ces États qui étaient bâtis sur une politique panarabiste qui ont participé à l'assimilation des Nord-Africains, mais il y a aussi les colonisateurs eux-mêmes, c'est-à-dire par exemple en arrivant au Maroc et en Algérie et en Tunisie, les premiers colons sous le protectorat, et il y avait beaucoup quand même de campagnes de chercheurs, de scientifiques, etc. Mais le malheur, c'est que tous ces gens-là étaient des orientalistes. Et donc, en étant orientalistes, ils croyaient que l'origine du monde, c'est le Moyen-Orient et que tout le monde venait de là-bas et qu'avant, il n'y avait personne. Sauf que la science est là aujourd'hui pour justement démystifier tout ça. Et que ce soit les trouvailles du côté de la grotte de Tafoural, du côté de Nador, au nord-est du Maroc, ou bien que dans le mont Iroud, du côté entre Essaouira et Marrakech, il y a eu des fouilles archéologiques qui ont démontré que le premier spécimen Homo sapiens sapiens, c'est-à-dire le premier ancêtre de l'homme, il provenait de ce mont Iroud, et que ça prouve aussi que les peuples nord-africains, ils existaient déjà dans cette région du monde, et bien sûr, ça date de quand même 350 000 ans quand même, ce qui n'est pas rien. Donc, on est au-delà de 2023, non, c'est 350 000 ans quand même pour remonter jusqu'à l'aube de l'humanité. Bien sûr, aujourd'hui, et suite à tout ce que j'ai dit, à la colonisation, à la séparation de tout ce territoire sous forme d'État,
il y a une autre identification qui nous est propre à nous aussi. C'est quand on parle, par exemple, d'une communauté ou d'une partie des peuples amazirs, on va la rattacher à son territoire, à la partie qu'elle occupe essentiellement pour différencier qui vient d'où. Par exemple, la Kabylie, le Rif, et aussi le mont Nefoussa en Libye, ce sont des montagnes. Donc, on va appeler les gens de ces régions les Kabyles, les Rifins, mais il y a d'autres gens qui sont appelés aussi par rapport aux plaines, s'ils se sont établis dans les plaines, comme la Chaouia, comme le Souss au sud du Maroc. Il y a aussi ceux qu'on va identifier par rapport à une montagne. Ceux du versant ombragé, on va les appeler les Amazirs d'Amalou, ça veut dire le côté ombragé, et ceux qui sont du côté ensoleillé de l'Atlas, on va les appeler Aït Asamar, c'est-à-dire les gens qui sont situés. Donc, c'était une façon pour moi de présenter un petit peu ce peuple. C'est important. Pourquoi? Parce que nous tenons à notre appartenance à cette terre nord-africaine et aussi à nos origines en tant qu'Africains, parce que nous ne nous réclamons pas d'un autre territoire ou d'une autre région du monde, mais c'est aussi de cette terre, dans sa diversité, que nous puisons notre culture, notre identité et nos valeurs aussi. Parce que un peuple autochtone, qui veut dire qui a occupé un territoire, il a cette responsabilité de préserver son territoire et aussi d'utiliser son territoire selon ses besoins, mais tout en respectant aussi ce territoire. Donc, il y a toujours ce souci de pérennité et de protection de la ressource, mais aussi c'est une question de répartition équitable parce que nous existons comme communauté, mais c'est une communauté qui qui n'occulte pas l'individu, mais l'individu est un élément essentiel de la communauté. Et ça, c'est quelque chose de très représentatif des valeurs amazières. Alors, comme je dis, je suis femme, je suis amazigh et je suis autochtone. Oui, je le pense sincèrement. Pourquoi? Parce que j'ai eu la chance de grandir avec des valeurs dans des familles où les valeurs amazières étaient respectées. Et donc, peut-être avant même cette arrivée massive de l'islamisme qui a relégué la femme, je ne sais pas, même pas à la cuisine, mais derrière la maison, je ne sais pas, quelque part. Mais moi, j'ai grandi dans ces valeurs où la femme, elle est au centre de tout. D'ailleurs, nous avons une particularité, c'est que nous avons le même mot qui signifie à la fois la femme, c'est tamazir. Un amazir, c'est un homme, une tamazir, c'est une femme. Le tamazir, ça veut dire aussi la langue, parce que la transmission se fait essentiellement par la mère et par les femmes, qu'elles soient mères ou pas, parce que c'est aussi le rôle des femmes au centre des communautés. Et donc la transmission de la langue qui est vectrice des valeurs, de l'identité, du savoir-faire et du savoir-être aussi. Et puis, tamazir, ça veut dire aussi la contrée, le territoire, le pays, ça veut dire la terre. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous retient au fait et qui nous laisse quand même une sorte de, je sais pas, c'est une sorte de modestie de se réclamer pour nous, de dire je suis de cette terre, je suis de là, et qu'on ne se prend pas la tête à s'inventer une identité autre que la nôtre. Voilà. Donc, si j'ai pas répondu à quelque chose, vous pouvez me reprendre. Tu as répondu et même au-delà, enfin, c'est fascinant. On sait toujours, on dit que le droit des peuples autochtones à la terre, au territoire, sont liés au droit à l'identité, sont liés à la culture et sont liés au savoir des peuples autochtones, donc qui sont compris, justement traduits par cette langue. Et là, la démonstration, elle réside même dans le mot qui finalement est noble et très, très grand, le mot tamazir.
qui résume la terre, le lieu, la langue, l'identité, la femme. Donc, c'est une très grande richesse. Et on comprend aussi le lien donc, entre s'il est fait atteinte au territoire ou fait atteinte à l'identité, après cette harmonie et l'identité du peuple disparaît avec sa savoir-faire. Justement, donc sur les atteintes qui peuvent être portées à cette identité, à cette langue, peux-tu nous revenir donc, sur le processus d'arabisation qui a été mis en place au Maroc, notamment via l'école publique, mais tu as peut-être d'autres exemples, et comment toi-même, tu as personnellement vécu ce processus d'arabisation et les conséquences que tu as pu observer en général sur la population amazigh, en tout cas celle de ta localité. D'accord. Donc, le processus d'arabisation et d'assimilation forcée, d'abord, c'est un processus d'assimilation forcée que nous n'avons pas choisi. Petite précision aussi, c'est que contrairement, par exemple, à l'Algérie qui a été colonisée par la France qui était partie à la recherche de nouveaux territoires, le cas du Maroc, c'est un cas particulier. On n'a pas eu la colonisation et même dans tout ce qui représente la France au Maroc, mais on a eu la signature d'un protectorat entre le Maroc et la France. Donc, dans le mot protectorat, il y a protéger. Protéger qui contre qui? Ça veut dire qu'il y a un protecteur et il y a un protégé. Mais contre qui, en fait? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que en 1912, le traité de Fès a été signé entre le sultan de l'époque et le gouvernement français pour que la France vienne en tant que protectrice du Maroc. Dans ce processus de protectorat, il était visé essentiellement de, de refaire et d'effectuer une refonte, voilà, des systèmes de gouvernance et des lois. Donc, on a banni tout ce qui est loi amazigh, le azref, la répartition des richesses, la gouvernance des territoires, etc. Et on a instauré le droit moderne comme alternative. Et dans ce processus, bien sûr, il y a eu beaucoup d'appropriation des droits des Amazirs par le protectorat. On a fait des lois sur l'eau, sur la forêt, sur les mines, sur les terres collectives également et tout ça. Et dans ce protectorat, comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait des orientalistes qui ont aussi un petit peu commencé à défigurer l'image du Maroc et des territoires amazirs. Pourquoi je dis défigurer? Parce que on dit que si on veut connaître un territoire, il suffit de connaître la toponymie, c'est-à-dire les appellations, les noms. Sauf que ces gens-là, quand ils ont commencé à décrire le territoire amazigh et le territoire marocain, on a vu l'apparition de mots qui n'existaient pas dans le jargon amazigh et qui étaient contraires à la toponymie. Par exemple, tous les astifs, mot astif veut dire rivière ou fleuve, est devenu oued. Or, oued est un mot en arabe. Tous les adrar veut dire montagne, sont devenus des jbel. Toutes les tribus où on avait les haïts, c'est-à-dire ceux de quelque chose, et sont devenus les bénis. Sauf que si la tribu dont le monde arabe est basé sur la linéarité, et donc on va remonter à un grand-père qui s'appelle Quraysh pour dire les Banu Quraysh ou les Banu Umayya ou les Banu quelque chose. Chez les Amazirs, ça ne se passe pas comme ça. C'est les gens qui vont venir s'installer dans un territoire géographique et qui vont commencer à constituer un groupe qui va se développer. Et ils peuvent très bien ne pas avoir le même grand-père, mais ils vont un jour instaurer des règles qui vont être appliquées à eux tous et ils vont devenir les Haïs. Ça veut dire ceux qui habitent dans un tel territoire. Et ce territoire, on va l'appeler selon la caractéristique des gens, ou bien selon un mausolée, ou selon la forme, par exemple, d'une montagne ou d'une plaine, etc. Donc, c'est comme ça qu'a commencé le processus d'assimilation forcée.
Après, bien sûr, il y a eu l'école publique marocaine. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pendant tout le protectorat et même au-delà jusqu'à la fin des années 70, l'école était bilingue. Donc, bilingue du fait qu'il y avait le français et, euh, et l'arabe. Et le seul établissement scolaire durant toute cette période où il y avait l'enseignement de Tamazigh et où les Amazirs étaient scolarisés, c'est le lycée Tarek de Azro. Et c'était le seul où on pouvait même étudier le Tamazigh comme langue. Donc, mais c'était l'unique lycée sur toute la région et qui était prévu aussi pour les fils de notables Amazirs, mais c'était aussi une façon de les mener là où on voulait les voir arriver. C'est comme dans Le Rouge et le Noir de Stendhal. Donc, tous les enfants de notables amazirs qui ont eu la chance de faire leurs études, soit ils étaient destinés à l'armée, à faire une carrière militaire, soit à aller à l'enseignement. Donc, c'était les deux choix qu'ils avaient. Ils n'avaient pas plus que ça. Bien sûr, pendant ce temps, il y a eu des jeunes notables de Fès qui ont été scolarisés avec des bourses françaises, qui ont fait des études à Paris. Et à la fin du protectorat, à l'indépendance, indépendance il y a, on avait 500 licenciés, carrément 500 licenciés de ces facultés, universités françaises et qui formaient justement l'oligarchie d'après le protectorat. En 1980, dans les années 80, on a décidé qu'il était temps d'arabiser, que quand même il y avait beaucoup d'institutions, il y avait beaucoup de politiques aussi, il y avait des défenseurs de l'arabité, de l'arabisme, et aussi beaucoup de stigmatisation vis-à-vis des Amazirs. Parce que dès qu'on disait je suis Amazir, on disait ah non, 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 nous sommes tous musulmans. Oui, mais je viens de dire que j'étais Amazir, je n'ai pas dit que j'étais athée, même si la liberté de culte, c'est une liberté suprême. Non, non, si vous dites que vous êtes Amazir, ça veut dire que vous n'êtes pas bon pour aller au paradis et que vous êtes un mauvais musulman. Donc, ça, c'est une caractéristique aussi de l'Afrique du Nord, parce que nous connaissons beaucoup d'États. Par exemple, la Turquie, l'Empire ottoman a été un empire musulman, et pourtant, il y avait plusieurs langues sur le territoire. On n'a pas obligé les gens à changer leur langue ou à changer leur culture. L'Indonésie actuellement est le plus grand pays musulman du monde, mais il y a plusieurs ethnies, plusieurs langues. Mais pourquoi est-ce que l'Afrique du Nord doit renoncer à son amazirité pour avoir droit à être reconnue comme musulmane? Donc ça aussi, c'est un processus spécifique à la région et aux Amazirs. Donc, puisqu'il y a eu arabisation de l'école publique, donc tous ceux qui avaient quitté le territoire, et là, on revient à un autre volet. Pourquoi un Amazir quitterait son territoire? C'est parce qu'on va lui prendre le droit à la terre. Il n'aura plus le droit d'avoir sa terre, son territoire, ses ressources naturelles. Et donc, de ce fait, il n'a plus le choix. Il va aller vivre dans les villes ou en périphérie des villes. Et dans ce voyage, qui peut parfois être un voyage de 10 km, mais parfois de 300 km, c'est toute une identité, c'est toutes des valeurs, c'est toute une culture qui se brise parce que l'Amazir, il est ancré, il a ses racines là où il est né et là où il rêve d'être enterré. Et cette relation spirituelle, elle est bafouée tout simplement aujourd'hui parce que quand on va dans une grande ville, on ne connaît pas, on n'appartient plus à une communauté, on ne s'identifie plus à une communauté, mais on est tout seul dans son coin. C'est un processus douloureux et c'est un processus à divers. Et dans ton cas personnel, donc comment est-ce que ce processus t'a affecté et donc quelles sont les ressources que tu as monopolisées justement pour maintenir ton identité ou t'affirmer en tant qu'Amazir dans ce contexte? Alors moi, personnellement, j'ai grandi à El Hajeb. El Hajeb, c'est une petite ville, c'est la porte du Moyen Atlas.
Donc, c'est à 30 km de Meknès, à 30 km de Ifrane et d'Agoro. C'est à, comment dire, à la croisée des chemins. Et cette région, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a été, comment dire, mise dans le point de mire du protectorat avant le protectorat même. En 1908, c'est-à-dire carrément 4 ans avant la signature du protectorat, il y a eu l'acquisition d'un terrain qui deviendra par la suite la plus grande caserne de l'Afrique du Nord, donc par la France. Ça, c'est la première des choses. Donc, en 1911, il y a eu la marche de ma tribu, les Aïtender, sur Fès. Fès, elle est à 60 km et elle était la capitale du Maroc. Ils ont marché sur Fès parce qu'ils savaient qu'il y avait quelque chose qui se tramait. Il y avait quelque chose qui était en train de se préparer. Pourquoi ces gens viendraient acheter des terres, acheter une caserne, ceci, cela. Donc, ils ont marché. Et ça nous a valu comment dire, on est devenus les damnés de la région. On disait les Aïtender, ce sont comment dire, les enfants damnés de maudits, oui, voilà, les maudits du roi, voilà. On nous appelait les maudits du roi. Et après le protectorat, c'est resté. Donc, ils n'ont pas oublié. Donc, en plus de la caserne militaire, il y a eu construction d'une caserne de forces auxiliaires. Donc, imaginez, moi, quand j'ai grandi, j'avais l'impression, je lisais les BD avec Lucky Luke et les villages où il y avait les tuniques bleues et les Indiens. Moi, j'avais l'impression d'être une petite Indienne et qu'il y avait plein de tuniques bleues autour de moi. C'est comme ça qu'on a ressenti ça. Autre chose, c'est que dans les débuts des années 70, il y a eu 2 coups d'État au Maroc. Et comme tout à l'heure, j'avais dit que la majorité des Amazirs et des enfants de notables étaient destinés à être des militaires, comme il y a eu des coups d'État, et même si les instigateurs du coup d'État n'étaient pas de ma région, de ma tribu, bah, ça a été retenu quand même comme étant une région où les gens ils sont susceptibles de faire des coups d'État. Donc, premier coup d'État, deuxième coup d'État, il y a eu des gens de ma famille qui ont été emprisonnés parce que le grand-oncle de mon père était communiste. Et donc, de ce fait, je peux vous dire qu'à partir du deuxième coup d'État, le jour du marché hebdomadaire qui a suivi, plus personne ne pouvait parler en tamazir. Dès que quelqu'un parlait en tamazir, on lui disait tu es le maudit du roi et tu es un putschiste. Donc, on a commencé aussi à appeler tous les Amazirs qui venaient faire leur marché, on les appelait Aït Barra. Aït Barra, ça veut dire les étrangers, ceux d'ailleurs. Imagine que quand vous êtes dans votre fief, dans votre territoire, dans votre tribu, et qu'on vous appelle des Aït Barra, les étrangers. Ça impacte. Donc, c'était devenu, le fait de parler en tamazir, c'était devenu un acte de révolte. Il était assimilé à un acte de révolte. Et donc, de ce fait, beaucoup de gens ont commencé à parler essentiellement en arabe. Et c'était difficile pour les parents de nommer, par exemple, de choisir un prénom en arabe à leur fils et de ne jamais avoir la possibilité de les appeler par leur prénom. Parce qu'ils ne savaient pas prononcer les noms arabes. Et parce que le frère, l'autorité religieuse leur disait, si vous appelez votre nom avec un prénom à 2 syllabes, les prénoms à 2 syllabes, ce sont les noms du diable. Donc, il faut l'appeler Abd, c'est-à-dire Abdullah, esclave de Dieu, esclave du bienfaiteur, ou bien Mohammed, Ahmed, et quelque chose au nom du prophète. Donc, ça a impacté les gens de ma région. Sincèrement, ça nous a impacté. J'ai eu la chance d'avoir un père qui était instituteur et il était enseignant de français. On a été, grâce à lui, plus francisé, même si parfois je disais, mais mon père, mais papa, pourquoi est-ce qu'on parle en français? Mais le français, c'est la langue du colonisateur, du protecteur, etc. Il me disait,
mais c'est aussi la langue du siècle des Lumières, de Voltaire et des poètes et d'eux. Donc, il ne faut pas tout rejeter de la France. On ne parle pas de ça, mais on parle d'autre chose. Va vers ce qui va t'ouvrir l'esprit plus que. Mais bien sûr, ce sont des choses qui restent quand même et qui font mal. Parce que moi, après avoir terminé mon lycée, j'ai fait l'université à Meknès. Même à Meknès, à 30 km, personne ne voulait plus parler en Tamazigh parce que tout le monde avait honte. On disait, vous êtes d'où? Il disait, je suis de Meknès. Moi, je disais, je suis de l'Hajab. Donc, pour moi, c'était aussi un acte de révolte. Je disais, non, non, je suis de l'Hajab. Après, on nous disait, ah oui, vous avez des bordels, vous avez ceci, de la prostitution. Mais je dis, mais écoutez, ça, ce n'est pas nous. C'est ce qui a été ramené dans les bagages aussi des militaires et de la France colonialiste. Et après ça, j'ai commencé à travailler dans le nord du Maroc. Et même en étant dans un autre territoire marocain, Amazigh, mais malheureusement, j'étais loin de ma communauté. Donc, j'avais ces sentiments d'être déracinée. Et c'est grâce aux réseaux sociaux que j'ai retrouvé la langue maternelle et que j'ai retrouvé le contact et que j'ai retrouvé le sentiment de ne plus être seule et d'avoir les autres aussi là. C'est grâce à eux aujourd'hui que j'ai recommencé à parler en tamazigh. Merci Amina. J'imagine que ton cas, comme tu le dis, n'est pas un cas isolé, justement, du fait du vécu et de cette diffusion de l'identité amazigh et de cette fierté amazigh qui est diffusée. Et aujourd'hui, ce sera donc ma dernière question avant de laisser la parole à Laurie. Est-ce que tu pourrais nous parler donc des expériences, des actions qui sont menées par la communauté amazigh en premier pour préserver la langue, mais aussi pour préserver les savoirs traditionnels qui sont liés à la langue, si tu as quelques exemples? Et en parallèle, est-ce que l'État lui-même met effectivement en œuvre des actions en soutien à la revitalisation ou à la préservation des savoirs et de la langue amazigh aujourd'hui? Grâce d'abord aux militants de Amazigh de la première heure, parce que quand même, il faut savoir que il y a un avocat, il s'appelle Hassan Ibn Qassem, qui lui-même faisait du plaidoyer en international à un moment donné. Il a été emprisonné rien que du fait d'avoir écrit la plaque de son cabinet en tamazigh dans les caractères de Tifinagh. Ça, c'est le genre d'action qui aujourd'hui qu'on ne pourrait pas comprendre, mais le cas était comme ça, c'est-à-dire en parlant tamazigh, on est mal vu, on est stigmatisé, on est. Mais grâce à ces militants de la première heure, ceux qui ont perdu la liberté, ceux qui ont été kidnappés, ceux qui ont perdu la vie, etc., grâce à eux, quelque chose s'est passé. Mais aussi, aujourd'hui, nous avons une élite. Contrairement à après l'indépendance, on n'avait pas réellement une élite. Et l'élite qu'il y avait, elle était, comment dire, elle était occultée, ou bien elle-même, elle était dans un mal-être vis-à-vis de son ressenti et de son identité, qu'elle n'arrivait pas à reconnaître son identité. Donc ça, c'est des choses c'est un processus. Il faut d'abord s'accepter et reconnaître qui on est, si on veut après s'affranchir et si on veut après défendre ce qu'on a à défendre et se déculpabiliser. Moi, je peux vous dire que les gens se sentaient coupables de devoir parler, par exemple, en tamazigh, mais on se sentait les derniers. Non, non. Mais heureusement aussi qu'il y a eu, comme j'ai dit, ce militantisme et qu'aujourd'hui, nous avons aussi des gens qui n'ont pas peur de dire qui ils sont, parce qu'il fallait mettre aussi le doigt sur qu'est-ce qui ne va pas chez nous. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se sentir bien chez nous, dans notre propre pays? Il fallait trouver le pourquoi du comment et de reconnaître les éléments qui ont essayé de nous désassocier de notre image. Qu'est-ce qui a créé cette fissure? Aujourd'hui, heureusement, nous avons, comme j'ai dit, une élite. Nous avons beaucoup de gens qui ont fait des études et qui ont parti chercher dans l'archéologie, dans l'anthropologie, dans la linguistique, dans
dans beaucoup de domaines et qui essayent de mettre en valeur aussi il y a eu aussi des chercheurs étrangers. Il y a Gabriel Camp, par exemple. Les écrits de Gabriel Camp, ils sont juste extraordinaires. Ce monsieur, il a tout chamboulé. Comment il s'appelle? Il y a Logan aussi c'est des gens qui sont venus refaire la lecture de l'histoire. Parce que dans cette euh, falsification de l'histoire, elle est pluridisciplinaire et aussi a été faite par plusieurs acteurs. Et c'est comment dire, en rassemblant les recherches de chacun et les efforts de chacun qu'aujourd'hui, on est on n'est plus complexé. On a été affranchi de cette honte d'être et de se dire oui, je suis fière de qui je suis. Aussi parce qu'on ne se reconnaissait pas dans certaines pratiques qui étaient loin de nos valeurs. On a beaucoup d'empathie. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'individu est primordial et sans un individu sain d'esprit, de corps et de sentiments, on ne pourra pas avoir une communauté saine. C'est comme ça et c'est pas autrement. Donc, si aujourd'hui nous sommes en accord ou on est plus épanouis, c'est grâce, ça a été l'affaire de toutes et de toutes. Et les réseaux sociaux nous ont vraiment beaucoup aidés à ce niveau-là. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, le Maroc était peut-être le premier parmi les pays qui ont eu la 4G très tôt. Bien sûr, il y avait cette connectivité, c'était pour surveiller les gens, mais nous, ça nous permettait aussi de communiquer entre nous et d'apprendre des ponts de notre histoire qu'on ne connaissait pas, parce que la politique de séparer pour mieux régner, elle a longtemps été préservée même après l'indépendance. Moi, dans la classe, je ne savais pas ce qui se passait dans le RIF. Et les gens du RIF ne savaient pas ce qui se passait dans la classe, alors qu'on vivait les mêmes atrocités. Même chose avec le Sud, avec le Souss. Mais les réseaux sociaux, ils ont été sincèrement une manne. Moi, je le dis aujourd'hui, c'est grâce à Facebook que on a pu quand même faire avancer les choses. Et ce qui me fait aujourd'hui chaud au cœur, c'est lorsqu'il y a la journée du drapeau amazigh sur Facebook, tout le monde arbore le drapeau amazigh. Quand c'est le nouvel an amazigh, le 13 janvier, tout le monde arbore les cartes de vœux. Et ça fait plaisir. Ce sont des choses que nous n'aurions pas pu. Ce réseautage et cette divulgation, cette porte de divulgation, elle est très importante aussi. En 2000, je vais faire quand même donner un exemple. En 2016, c'était ma première fois à Genève, au mécanisme d'experts. Et depuis Genève, j'ai envoyé le texte de ma déclaration et une vidéo de ma déclaration. C'est-à-dire, voilà, on n'est pas juste sur Facebook, mais voilà, on est arrivé jusqu'à ici. Et tout ce qu'on discutait sur Facebook, tout ce qu'on disait, ben voilà, on peut venir et le dire ici, dans un cadre institutionnel reconnu et international, pour réclamer justement nos droits. Et ça, c'est très important. Merci Amina. Je vais vous laisser dialoguer maintenant avec Laurie, donc qui va s'intéresser à la relation des Amazirs avec la terre, le territoire et la paix avec la terre, finalement, qui est l'harmonie avec la terre. À ton tour, Laurie. Merci, Amina. Merci beaucoup. Merci, Amina. Donc, oui, comme tu as pu l'expliquer, il y a eu des gros mouvements de déplacement des populations amazirs qui ont été destituées de leurs terres. J'imagine qu'il y a eu des grandes politiques d'expropriation. Donc, justement, on voulait revenir sur ces politiques-là. Comment sont mises en place ces politiques d'expropriation? Est-ce qu'il y a eu la nécessité de recourir à la notion de propriété privée, individuelle ou collective? Et comment ça a pu impacter le lien justement entre la terre, leur harmonie, entre les Amazirs, l'harmonie qu'ils avaient avec la terre, leur territoire et leurs ressources naturelles?
Et donc, comment tout ça a pu se lier ou se délier justement de la culture amazigh? Bah, justement, pour bien comprendre cette relation entre les Amazirs et leurs terres, je vais donner l'exemple, par exemple, de l'Agdal. D'abord, tout ce qu'il faut savoir, dans l'Agdal, il y a trois types d'Agdal. Il y a l'Agdal pastoral, l'Agdal fruitier et l'Agdal des semences, c'est-à-dire les champs de céréaliers. Et je vais m'arrêter un petit peu sur l'Agdal pastoral. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour chaque tribu, pour chaque communauté, il avait deux territoires. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'à la base, les gens étaient tous nomades, ils bougeaient, ils voyageaient. Et petit à petit, ils se sont sédentarisés. Donc, même ceux qui sont devenus agriculteurs, ils avaient encore cette casquette de éleveurs. Et donc, de ce fait, pour chaque communauté, elle avait besoin d'un territoire dans la plaine et d'un territoire dans la montagne. Et on va faire la transhumance une fois l'an. Donc, ce territoire de la montagne, il servait à quoi? Il servait de grenier pour aller en été, monter dans la montagne, chercher une ressource qu'on n'avait plus dans les plaines. Si on analyse un petit peu le principe de l'Agdal, il était géré par le Hamra, c'est-à-dire un sage de la communauté désigné comme tel pour son savoir. Et ce Hamra, c'est lui qui avait la possibilité et donc l'autorité de dire que demain, on va partir vers l'Agdal, vers la montagne. Mais il ne le disait pas comme ça, il le disait pour plusieurs raisons. Alors, quand on va se déplacer vers l'Agdal, on va se déplacer à une époque où les oiseaux, les œufs des oiseaux ont déjà éclos, où les fleurs ont déjà séché et où les graines ont été prêtes pour être disséminées sur la terre. Donc, ces troupeaux qui allaient vers l'Agdal, ils servaient aussi comme agents disséminateurs des graines. Et avec leur déjection, ils arrivaient à fertiliser cette terre. Et donc, de ce fait, toutes les espèces endémiques de la flore et de la faune étaient préservées. On ne va pas arriver à un moment où les œufs n'ont pas encore éclos, où ils risquent d'être piétinés, d'être mangés. Donc, on va laisser respecter le rythme des saisons et de la nature. Et bien sûr, à la rentrée, l'an prochain, on va trouver cette terre déjà prête, fertile et avec tout en respectant toutes les espèces endémiques de la région. Aujourd'hui, ce souci de pérennité des espèces n'est pas respecté. Si on a, par exemple, l'eau, on a l'amrar de l'eau, l'amrar Nouamal. Et donc, lui aussi, il va essayer de répartir. Et cette répartition ne va pas se faire de la même manière pendant les saisons sèches, où il y a la sécheresse, et pendant les saisons d'abondance. On va essayer de régler la répartition selon les besoins, mais en respectant tout un chacun, tout un membre de la communauté, mais aussi en préservant la ressource. On ne va pas donner à quelqu'un plus d'eau aux dépens de quelqu'un d'autre. Donc ça, ce sont des éléments très importants dans la pérennité de la ressource et dans la préservation du territoire. Parce que tout le monde savait que si le territoire est détruit, bah, on n'aura plus où vivre. Il faut toujours penser aux générations à venir. Nous sommes loin d'une vision mercantile dans le but de recevoir, de prendre, d'arracher les ressources et de partir quitte à détruire le territoire. Non, ce n'est pas cette vision-là. C'est une vision qui est très, très pérenne. Par exemple, nous, petits, qu'est-ce qu'on nous disait? Il ne faut pas toucher à tel oiseau. Par exemple, les oiseaux migrateurs. On n'avait pas le droit de les tuer ou de les agresser parce qu'on savait qu'on avait besoin de ça, et qu'ils vont venir à un moment donné. Donc, avant que les hirondelles arrivent chez nous, on nous parlait déjà des hirondelles pour nous dire ils vont venir, mais il ne faut pas les toucher. Et si vous les touchez, vous aurez la fièvre.
Mais c'était un subterfuge juste pour dire qu'il fallait respecter tous les éléments, même les insectes. C'était valable aussi pour les insectes. C'est cette relation. On ne peut pas vivre dans une terre sans penser aux autres habitants de cette terre. Il n'y a pas que les êtres humains, il y a aussi la faune et la flore. Et il faut préserver ça. Ça, c'est une relation qui est très, très forte et que malheureusement, on n'a pas pris en considération avec des lois qui sont étrangères. Parce que le modèle du droit réel instauré au Maroc par la France, il faut savoir que ce modèle, il a été instauré uniquement dans les colonies françaises en Afrique du Nord, mais aussi, je crois, dans un seul territoire français, l'Alsace et la Lorraine, qui étaient à un moment donné sous occupation allemande. Et c'est le modèle de Terrence. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le monsieur Terrence, c'est lui il venait d'Australie et c'est lui qui a spolié par son modèle tous les aborigènes d'Australie. Donc on est dans une autre culture, on est dans une autre philosophie qui ne respecte pas les êtres et la propriété, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette relation terre-homme, c'est l'exploitation de la ressource qui est à la base de la ZERF, c'est-à-dire les droits positifs à Mazir. Alors qu'aujourd'hui, avec le système d'immatriculation, peu importe qui vous êtes, l'essentiel, même si vous avez eu cette terre par le biais de falsification, lorsqu'on va émettre le titre foncier, bah, il n'y a plus manière de retourner en arrière. Et ça y est, ce qui nous intéresse, c'est cette terre, on l'a immatriculée, maintenant on la prend. Et vous pouvez vous en aller, même si, oui, il y a eu falsification, mais bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous? On va vous dédommager. Mais moi, je n'ai pas envie d'être dédommagée. Moi, je veux rester chez moi. Je veux mourir et transmettre cette terre. Je ne demande rien, je ne veux pas. Ce n'est pas une valeur marchande, ce n'est pas. C'est ça ce qui est vraiment à l'opposé aujourd'hui de la politique foncière au Maroc. C'est que l'État, pour lui, la terre, c'est une valeur marchande. Et avec les nouvelles lois, les dernières lois, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que même les Français, quand sont venus, qu'ils ont vu le modèle des terres collectives, ils ont respecté ça. OK, on va mettre toute cette terre collective sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, mais quand même, il faut les protéger pour qu'elles restent des terres collectives. Et donc, ils ont mis en place le système de l'inaliénabilité. Ces terres ne pouvaient être touchées que dans un seul cas, quand il y avait intérêt général, pour faire par exemple des barrages, des routes, une école, un hôpital. Sinon, on ne peut pas la toucher. Et seul l'État avait ce droit. Avec les lois de 2019, et essentiellement la loi 61-17, 62-17 et 63-17, cette inaliénabilité, elle a été fractionnée, elle a été détruite par le législateur marocain. Aujourd'hui, ces terres collectives, elles peuvent être vendues, transmises de gré à gré entre le ministère de l'Intérieur et entre des investisseurs, même étrangers, parce qu'avant, seuls les Marocains et quelques, je crois, les Sénégalais, les Algériens et les Jordaniens avaient le droit d'acheter des terres, d'acquérir des terres agricoles au Maroc. Aujourd'hui, avec ces lois, n'importe quel investisseur, marocain ou étranger, peut venir discuter avec le ministère de l'Intérieur et avoir accès à la terre. Et les communautés, qu'en est-il des communautés? Les communautés, elles sont toujours sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. Et s'ils veulent rester en justice et porter plainte, il faut qu'ils demandent d'abord l'autorisation du ministère de tutelle pour lui dire nous ne sommes pas d'accord, on aimerait porter plainte, donnez-nous l'autorisation. Mais on est en plein Kafka là. C'est pire que tout. Même Albert Camus, dans son absurde, il n'avait pas imaginé un tel scénario. Donc, c'est vraiment ça aujourd'hui. C'est
on est passé de la terre comme attribut de tribu et de communauté à un libéralisme qui ne vise qu'à s'enrichir et aux dépens des ayants droit. Voilà, c'est ça. On est en plein dans le néolibéralisme à l'extrême. Oui, c'est ce qu'on voit souvent avec les phénomènes et de colonisation et d'expropriation, c'est qu'on brise complètement le lien entre les communautés, leur spiritualité et leur territoire. Et c'est justement ça qui est très, très intéressant. Moi qui m'intéresse du coup aux notions de propriété et de patrimoine, c'est beau de voir que l'être humain sait avoir un lien particulier avec la terre qui se trouve sous ses pieds, qui lui permet de se nourrir, de vivre. Et effectivement, c'est quelque chose qu'il faut qu'on retrouve, qu'on a oublié avec le développement économique majoritairement, comme tu dis, où maintenant on favorise les investissements dans ce sens-là. Donc voilà, oui, c'est vraiment cette idée de retrouver l'harmonie, la paix entre les humains et la terre. Une autre question, c'est donc on sait qu'aujourd'hui on fait face aux risques et aux dangers du changement climatique. On sait que c'est très important. On se demandait donc comment le peuple amazigh était impacté. De quelle manière le peuple amazigh arrive à s'engager et à combattre ces défis, tant au niveau local, dans ta communauté ou au niveau international, dans les différentes instances. Et donc voilà, est-ce qu'aujourd'hui, comme tu expliques, en fait, l'État vous sépare de vos droits collectifs à la terre, de vos possibilités de faire l'Agdal. Est-ce qu'il y a quand même des campagnes pour essayer de remettre ça en place, que ce soit l'Agadir, l'Agdal ou le Tasnal ou le pastoralisme, etc. Est-ce qu'il y a ce mouvement qui arrive à se recréer et à prendre un petit peu plus place, surtout avec la décomplexification, le décomplexe d'être amazigh. Pardon. Oui, malheureusement, dans ce processus de spoliation, parce que c'est très important, dès que je déracine un amazigh, ça y est, je le mets de côté et je peux avoir accès à sa terre, territoire et ressources, mais en même temps, même lui, il va disparaître. On va le diluer, voilà, dans ce procès pour faciliter l'assimilation forcée. Aujourd'hui, malheureusement, dans ce processus de spoliation, il y a plusieurs éléments importants. Il y a le ministère de l'Intérieur en tant que tuteur des terres collectives. Il y a aussi le ministère de l'Agriculture qui est un méga ministère. Il y a le Haut Commissariat des eaux et forêts qui est une institution créée de toutes parts par l'État pour s'accaparer tout ce qui est ressources naturelles, forêts, arbres, eau, etc. Il y a le ministère des Mines. Il y a aussi les offices comme l'Office d'investissement marocain, les agences aussi, beaucoup d'agences, l'agence d'investissement marocaine, etc. C'est toute une panoplie d'éléments qui sont là, mis en place pour déposséder les Amazirs. En plus de ça, et c'est ce qui est malheureux, c'est que chez nous au Maroc, nous n'avons pas la séparation des pouvoirs. Aujourd'hui, quand on parle des gouvernements, ben, les élus ne sont pas les élus des représentants du peuple, ce sont des représentants des intérêts du gouvernement qui a été élu. Et donc, à chaque gouvernement, nouveau gouvernement, nous avons des parlements, mais c'est des parlementaires qui ne vont pas défendre les ayants droit, qui ne vont pas défendre les intérêts
des populations qui les ont mises en place. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu un grand désistement par rapport au vote, parce que je vais élire qui? Si je vais élire quelqu'un qui va avoir de l'argent en plus au Parlement, avoir des retraites, avoir tout ça, mais qui ne va pas défendre mes droits, pourquoi est-ce que je vais voter? Donc, je vais renoncer à ce droit de vote parce que ça fausse la donne aussi. Aujourd'hui, l'exécutif, c'est-à-dire le gouvernement en tant que pouvoir exécutif, il a aussi le soutien du pouvoir législateur qui est le Parlement. Donc, comment un peuple peut-il faire face à tout ça? C'est ça la question. C'est vrai que nous sommes là, nous essayons, même le droit marocain ne nous défend pas, parce que c'est toujours le combat de David contre Goliath. Au Maroc aujourd'hui, s'il y a ce qui a le plus de valeur aujourd'hui, et la denrée la plus rare et la plus chère, c'est la terre. D'où l'apparition d'une mafia du foncier. Et dans cette mafia du foncier, il y a des gens qui ont de l'argent, il y a des gens qui ont le pouvoir, il y a des juges, il y a de tout. Donc, si demain je vais devant un tribunal pour dire j'ai été spolié, aidez-moi, ça donnera l'occasion à d'autres de voir qu'il y a une terre sur laquelle il y a litige et donc elle est à spolier. Donc, on va maintenir les conflits et on va spolier encore plus. Ce qui est paradoxal aussi, c'est que dans la constitution marocaine, dans le préambule, la constitution, elle préconise que les traités et les conventions internationales et le droit international priment sur les lois nationales. Ça, c'est ce que dit le préambule de la constitution. Mais est-ce qu'on respecte la constitution? C'est cette même constitution qui a reconnu en 2011 que le tamazight était langue officielle. 11 ans après, on peine toujours. En 2018, fin 2018, le Maroc avait officiellement invité Madame Tendai Achoumi, qui était rapporteure spéciale sur le racisme et les formes de xénophobie. Et en 2019, devant le Conseil des droits de l'homme, elle a présenté son rapport en disant qu'il y avait discrimination, racisme envers les Amazirs, en se basant sur des données, parce qu'elle a vu que ce soit la langue, la culture, l'identité, les droits socio-économiques sont bafoués, mais aussi elle a fait état de la spoliation des terres et des ressources naturelles des Amazirs. Et elle a présenté ça devant le Conseil des droits de l'homme. Aujourd'hui, cette année, en novembre, il y aura examen, justement, la présentation du Maroc devant l'examen périodique universel. Nous avons écrit un rapport et aussi MRG a écrit un rapport pour le Maroc, mais nous attendons toujours parce que aujourd'hui, quand vous voyez les politiques, c'est un Maroc à deux vitesses ou à plusieurs vitesses. Il y a d'un côté des Amazirs qui veulent leurs droits et d'un autre côté des politiques qui s'approprient les revendications des Amazirs. Ah, vous voulez les terres? Ok, vous voulez les terres. Alors, qu'est-ce qu'on va vous proposer? Au lieu de vous donner une terre collective et vous donner des subventions pour pouvoir exploiter collectivement cette terre en préservant la terre, mais aussi en préservant les droits socio-économiques des communautés, qu'est-ce qu'on va vous proposer, nous? On va vous proposer la melkisation. C'est quoi la melkisation? C'est de fractionner toutes ces terres collectives, de vous donner des petites parcelles minuscules, rikiki, qui ne servent à rien, et que vous allez courir vendre. Mais en faisant ça, l'État, il déstructure encore plus la communauté. Il déstructure encore plus et il détruit et la terre et la synergie communautaire. C'est grave. Ce n'est pas de la melkisation qu'on veut. On veut que c'est les gens, les communautés qui veulent exploiter leur terre, qu'elles le fassent elles-mêmes. Pourquoi donner des amphitrite, c'est-à-dire des louages sur 99 ans à des étrangers? Donner des subventions aux communautés
Et c'est à ces communautés de décider des priorités, parce que nous sommes quand même dans un contexte de changement climatique. Les Amazirs, ils ont toujours fait face au changement climatique. Rappelons que le système des Khatara, ce sont des canaux d'irrigation ont été construits depuis des millénaires par les Amazirs et qui partaient de la montagne jusqu'à sur 300-400 km vers les oasis. C'est un système d'irrigation et de transport de l'eau qui était souterrain. Et les gens, ils ont construit ça. Ça veut dire que les gens, ils savent ce que c'est que les périodes de sécheresse. Mais donnez aux gens, ils vont savoir quelles sont les priorités. Aujourd'hui, le ministère de l'Agriculture en tant que méga ministère, toutes ces politiques sont quoi? Ce sont des politiques de Maroc vert. Mais le Maroc vert, c'est quoi? C'est de l'agriculture à échelle industrielle qui va, par exemple, préconiser l'agriculture de la pastèque, de l'agriculture de la tomate cerise, de l'avocat, autant de produits qui sont chronophages en eau dans un pays qui est placé en stress, comme étant dans un stress hydrique. Toutes les études disent qu'en 2025, il y aura plus d'eau au Maroc. Aujourd'hui, les rivières sont à sec. Les barrages qui ont été construits, on nous dit ils sont à 100%, sauf qu'ils n'ont pas été dragués, n'ont pas été nettoyés, et donc le 100% finalement, c'est juste 15%, et en bas, c'est de la boue. La nappe phréatique, elle est mise à mal, d'abord par les sondes et les puits massifs, mais aussi par les produits et les pesticides et les engrais qui sont utilisés pour certaines agricultures comme l'oignon, par exemple, et les nitrates, etc. Pire encore, même la nappe, il y a des nappes phréatiques dans le sud-est marocain qui sont quand même où il y a des eaux fossiles et qui sont en train d'être pompées. Pourquoi? Parce que contrairement à la nappe phréatique qui est basée sur le système des sources, c'est la neige, il va neiger, il va pleuvoir et après il y aura de l'eau. Et donc c'est un cycle ouvert. Mais dans les régions où il y a la nappe phréatique, où il y a des eaux fossiles, ce sont des eaux fossiles qui datent de la période glaciaire. Et après le dégel, l'eau est restée coincée entre deux strass. Et aujourd'hui, si on les pompe, demain, il y aura plus d'eau. Donc, on parle de pays en stress hydrique, on parle de changement climatique, mais quand on va aller vers les projets et les politiques agricoles, c'est une autre histoire. On se croirait dans un pays où l'eau coule à flot et où tout va bien. Sauf que ce n'est pas le cas. Merci beaucoup. C'est vraiment très intéressant, effectivement. J'avais eu la chance d'étudier en cours le problème de l'agriculture au Maroc, que justement la France a voulu en faire sa Californie, mais que les territoires n'étaient pas du tout aptes à faire la même agriculture et que il y a des énormes problèmes d'eau. Les populations ont déjà des coupures d'eau, ont déjà de la boue qui sort de leur robinet et pas de l'eau claire. Donc, c'est vraiment des très importantes problématiques qui touchent tout le pays. En tout cas, merci beaucoup. On pourrait vraiment t'écouter encore des heures, mais on sait que tu as un impératif dans pas longtemps. On ne voudrait pas priver tes étudiants quand même. Donc voilà, on voulait savoir si il te restait quand même quelques minutes ou si tu voulais filer. Il me reste 1 minute. Je vais en profiter. C'est vrai que c'est très intéressant de discuter avec vous et on pourrait peut-être programmer autre chose, je ne sais pas, mais j'aimerais parler aussi de quelque chose. C'est d'une politique et d'une loi qui a été votée au Maroc en 2018. C'est la loi 113-13 et qui est relative au pastoralisme. Au fait, les nomades et les pasteurs ont toujours existé. Ils font partie du paysage marocain. Mais malheureusement, c'est un mode de vie qu'on a essayé de tuer, d'abord par un autre moyen de spoliation qui est la régionalisation. Donc, on sépare les régions, ça permet aussi de fractionner les tribus.
et d'avoir l'ascendant sur les gens. Et donc, cette loi, elle préconise un pastoralisme à échelle industrielle pour l'élevage essentiellement des chèvres, mais surtout des dromadaires. Mais cet élevage massif qui s'installe essentiellement dans la région du Souss crée des problèmes quasi quotidiens parce que ces cheptels, ils appartiennent au fait à de riches investisseurs étrangers et locaux et qui vont lâcher des milliers de dromadaires surveillés par des motocross et par des 4x4, des gens qui conduisent des 4x4, et qui vont partir se balader avec leurs troupeaux en détruisant les agricultures vivrières des communautés. Donc, ils vont se déplacer et là où ils passent, plus rien ne subsiste. Ils cassent les canaux, les installations d'irrigation, ils mangent les arbres fruitiers, ils mangent la production, ils s'attaquent aux communautés quand celles-ci essayent de se défendre. On parle aussi de ça, c'est le tabou, c'est les femmes qui ont été violées, mais comme c'est un tabou, les gens évitent de dire que les femmes ont été violées. Mais il y a des vidéos qui circulent sur YouTube, sur Facebook, sur les réseaux. Et ce qui est bizarre, c'est que personne ne défend les communautés contre ces gens. Autre chose, c'est que la viande de cet élevage massif, elle n'est même pas destinée au marché marocain. C'est pour vendre de la viande bio de dromadaire ailleurs dans les pays du Golfe. Et ça, c'est très grave parce que on a tué un nomadisme traditionnel et ancestral pour apporter quelque chose qui n'avait rien à voir avec la tradition et qui est pratiqué par des gens qui ne sont pas des Amazirs et qui ne respectent pas justement toute la biodiversité, les écosystèmes, tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Voilà. Donc, c'était important pour moi de parler de ces gens qui vivent au quotidien ces attaques. Merci beaucoup, Amina. Cette intervention était tellement riche, on le savait déjà, on l'augurait avec Laurie en t'invitant et je crois que tu nous donnes plein de pistes de réflexion. Le dialogue va être rediffusé en replay, donc n'hésite pas après à le faire partager, donc justement pour diffuser ces savoirs et connaître la situation du peuple amazigh. C'est très choquant, hein, on est dans un temps colonial. Tout ce que tu nous dis, en fait, c'est le temps colonial de la négation de droits, même le droit d'ester, d'avoir la personnalité juridique pour agir en justice, vous ne l'avez pas. On est loin du droit à l'autodétermination que tu défends au niveau international. Et on voit ici toute l'importance aussi de ces instances internationales à laquelle tu participes et où les peuples autochtones ont le droit de participer aux grandes décisions de la lutte contre le changement climatique, pour la préservation donc, des ressources naturelles, de l'alimentation traditionnelle, etc. Donc, un grand merci, Amina. Donc, comme l'a dit Laurie, on aurait passé l'après-midi et même plus avec toi et je pense que ceux qui vont nous écouter également. On va te laisser retourner à tes autres occupations. Et on ne va pas couper le Zoom tout de suite parce que je vais montrer, en fait, donc tu es auteur de 2 ouvrages de poésie. Donc, on va montrer les premières pages en fait, de tes ouvrages. Les titres, je ne trouvais plus le terme. Et on va aussi présenter le drapeau amazigh dont tu nous as parlé tout à l'heure. Un grand merci. On ne veut pas te mettre en retard. Donc, je vais diffuser ces images et nous te souhaitons donc une belle continuation et beaucoup de force à toi. Et vous savez, vous pouvez retrouver Amina donc sur sa page Facebook. Merci ma chérie, merci beaucoup. Merci beaucoup Amina. Merci à Normandie. À très vite. Je vais montrer donc comme je l'ai dit donc les ouvrages d'Amina que vous pouvez retrouver donc sur internet et puis commander si ça vous intéresse. Toujours le temps que je partage mon écran. En gros plan. Voilà. Donc là, vous avez le drapeau amazigh dont a parlé Amina. Et, je n'ai pas diffusé. Voilà. Et voilà, donc le premier ouvrage d'Amina, Les enfants de la rivière, donc un recueil de poésie qu'elle a édité en janvier 2016. Et elle explique donc Tagba est un fruit succulent dont l'amertume en arrière-goût symbolise le cheminement intellectuel et affectif du poète.
un éveil précoce, un regard d'aigle élevé en pleine nature et une lucidité qui lacère le... Ouais, la technologie. Vous n'avez pas l'image? Non, enfin moi j'ai toujours le drapeau. Pardon. Alors, Et toi, tu as Laura? Voilà, le partage. Là, je vois les drapeaux. Ouais. Ouais. Vous voyez le drapeau, et maintenant vous voyez. Là, on voit plus rien. Bon, on va faire une dernière tentative. Vous l'avez? Oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Et donc, je vais vous parler, si j'y parviens, voilà. Donc, d'un ouvrage donc, publié par Amina Amarek, donc Les enfants de la rivière, Taroua El Mouassif, qu'elle a édité en 2016. Elle explique donc Tizi Wadal est un ancrage spatial qui permet d'avancer et de se battre pour renouer avec l'identité confisquée, la langue maternelle bannie et la culture originelle avec ses valeurs ancestrales. Un autre ouvrage aussi qu'elle a publié, décidément. Je suis désolée, on est en fin de session, mais le partage s'est arrêté. Bon, je vais faire une dernière tentative. Et je vais vous partager normalement la couverture du Chant de la guerrière. Oui, on l'a vu passer, mais il a disparu ensuite. Oui, je vois ça. Les rebelles. Vous voyez là? Oui. Le Chant de la guerrière, donc après Les enfants de la rivière, Le Chant de la guerrière est un recueil plus affirmé et plus engagé. Il décrit le cheminement de la femme affranchie de ses doutes, qui assume et revendique son identité et sa culture. Inspiré de la tradition orale amazigh, les poèmes décrivent le quotidien et décryptent les événements. Des témoignages simples et crus, apportés sans phare ni tabou, par acquis de conscience et devoir de mémoire. Triste, plein d'espoir ou de colère, les textes se succèdent au hasard parce que c'est écrit en tout petit, au hasard d'une réalité qui prend à la gorge et aux entrailles. Spoliation, on en a parlé, assimilation forcée, enclavement, appauvrissement. Ce recueil est la voix des sans-voix qui défend une cause dont le poids n'est allégé que par des mots salvateurs. Donc ça, c'est le dernier ouvrage d'Amina, donc publié en 2019. Et donc, je vous invite à prendre connaissance donc, de ces ouvrages que vous trouverez sur Internet. Et enfin, donc l'image du drapeau amazigh. Donc, nous allons nous retrouver dans un mois pour au mois de novembre pour notre rendez-vous mensuel, donc rencontre intergénérationnelle, donc avec Laurie. Nous vous remercions donc d'être présents pour cette rencontre. Et je vous rappelle donc que la vidéo donc, du dialogue de ce jour avec Amina Amarek sera diffusée sur la chaîne YouTube de la chaire Normandie pour la paix. Merci à tous. Merci à toi, Laurie, pour la préparation de cette rencontre et à très bientôt.